Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ok. Bonsoir Bernard. Bonsoir, Tanguy. Et bonsoir à vous. Et merci d'être là avec tous ces gestes barrières magnifiques. Alors on me dit dans l'oreillette que vous pouvez boire et retirer votre masque. Mais quand vous ne buvez pas, il faut remettre le masque. Donc à vous de voir comment vous terminez la soirée. Mais à mon avis, si vous voulez retirer le masque pour boire, nous, je pense qu'on va discuter pendant 1h30. On va essayer de s'y tenir, on va bien voir. Oui, c'est long. C'est long. De toute façon, Oui, on verra. Oui. Ah. C'est le 31e antipasti qu'on mène avec l'équipe de Maison Fumetti. On a une petite pensée ce soir pour un contact Covid qui devait être avec nous et qui ne voulait pas nous refiler une maladie qu'a un de ses copains. Voilà. Donc Alexis, on pense à toi. Mais de toute façon, tu avais trop bu hier, donc tu n'aurais pas forcément été... Bon, trêve de bavardage. On va rentrer dans le travail de Blex Bolex, alias Bernard Granger, que vous connaissez certainement au travers de quelques livres, et entre autres livres jeunesse, mais il est aussi auteur de bande dessinée, et puis il est plasticien, parce qu'il y a beaucoup de productions qui échappent au seul livre, comme vous avez pu le voir dans l'exposition pour celles et ceux qui ont fait le tour. Et il va être très intéressant de refaire en fait le parcours de ta vie depuis ton enfance jusqu'au projet que tu es en train de mener en ce moment, au travers à la fois d'images que nous on a prises d'un certain nombre de choses qu'on a glanées à droite et à gauche, et puis de documents que tu nous as donnés et qu'on n'aurait pas pu trouver sans que tu nous les transmettes. On n'a pas pu se voir en fait avant le vernissage parce que tu habites à Leipzig depuis un moment maintenant. Depuis une dizaine d'années, oui. Voilà. Pour retracer un petit peu le parcours, tu es né à Douai, dans le Nord. Oui. Attends, je voudrais juste remercier les gens qui ont monté l'exposition auparavant. Malheureusement, je n'ai pas retenu tous les noms des personnes que j'ai rencontrées brièvement hier, mais ils ont fait un travail remarquable et je les remercie chaudement. On te remercie, nous, pour la confiance que tu nous as fait, parce qu'on a... J'ai eu raison. J'espère. En tous les cas, nous, on s'est beaucoup amusé et puis on a vraiment aimé travailler avec cette matière qu'on a eue entre les mains, quoi. L'exposition, elle est visible jusqu'à quand? Jusqu'à fin octobre, je crois. Est-ce que quelqu'un a les dates? Fin octobre, à Maison Fumetti, donc quasiment ouvert tous les jours. Merci à toi pour le prêt de tous ces travaux et puis pour te prêter aussi à ce jeu-là qui n'est pas évident. Parler comme ça à bâton rompu depuis l'enfance jusqu'au projet qu'on n'a pas encore vu, c'est toujours un exercice particulier. Donc je le disais, tu es né à Douai dans le Nord, mais tu as passé ton enfance ailleurs, à Aurillac. Oui. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement à Aurillac? Quel enfant étais-tu? Que faisaient tes parents? Mes parents étaient professeurs d'allemand, tous les deux, collège et lycée. Et je sais comment décrire une enfance dans le Cantal? C'est une enfance heureuse. De toute façon, en pleine campagne, avec tous les gamins, parce que c'était plutôt un quartier. Au début, on habitait dans des immeubles, puis après, on s'est déplacé. La famille s'est déplacée dans un quartier résidentiel, mais qui était juste à côté. Donc, j'ai profité de tous mes petits copains durant toute l'enfance jusqu'à l'adolescence, où là, ça s'est un petit peu séparé. Enfin, une enfance absolument heureuse, quoi. Avec un grand frère, c'est ça? Avec un grand frère et une sœur. Et une sœur, d'accord. Oui. Et un papa qui dessinait à ses heures perdues. Oui. Qui vous laissait des petits mots le matin avec des petits dessins. C'est ce qu'il faisait. Il nous faisait ce genre de cadeaux. Donc pour nous mettre au lit, il nous faisait la promesse de nous livrer un dessin le lendemain. Et il tenait sa promesse et on découvrait le dessin qu'il avait fait pendant la nuit. Enfin, pour nous, ça restait mystérieux, quoi.
Ton frère dessinait aussi des histoires de baston, a priori. Ça, c'est plus tard, mais effectivement, il a très peu dessiné. C'est juste qu'il avait envie de mettre en scène cet univers de Loubar, avec des gens qui se tabassaient dans les bistrots. Et il n'a produit que ça, mais moi ça me fascinait, quoi. J'étais absolument ravi de voir ça. Donc un papa qui dessine un petit peu, puis qui a exposé par moment Oui, aussi. en fait, c'est assez marrant parce que j'étais rentré d'Angoulême, là où j'ai fait mes études, totalement enthousiaste, et je lui dis ouais, il y a un truc génial, ça c'est de la gravure. Et je lui ai montré, ça lui a beaucoup plu. Et il s'est mis à faire de la gravure. Il a produit beaucoup de gravures et il a exposé pas mal de fois, oui, par la suite. Donc il y a eu cette espèce d'échange comme ça qui s'est fait entre nous. Est-ce qu'il y a une bibliothèque dans la famille Granger? Est-ce qu'il y a des livres d'images? Ouais. Plein. Mon père était intéressé par tout ce qui était expression dessinée, donc ça allait du cartoon américain aux gravures sur bois expressionniste allemand. Il y avait des livres de peinture, il y avait de la bande dessinée, il y avait toutes ces choses-là, quoi. On était un petit peu gâtés de ce côté-là. Là, notamment sur la bande dessinée aussi, très tôt, ils nous lisaient de la bande dessinée alors qu'on était tout petit, qu'on ne savait pas lire. Tu découvres le dessinateur Fred dans un programme un mercredi après-midi, oui, ça c'est qui manipule des petites figurines dessinées, et là tu as une sorte de choc ou de déclic, parce qu'en fait il rendait ça amusant, en fait. Il rendait ça extrêmement ludique, et cette émission m'a vraiment marqué. Du coup, je suis allé à la bibliothèque, j'ai vu ses albums, et il joue avec le médium de la bande dessinée comme je n'avais jamais vu ça auparavant. C'est-à-dire que les personnages passent à travers les cases, jouent des interstices comme si c'était des éléments physiques, voilà, ce genre de choses. Et c'était tellement différent de la bande dessinée que je connaissais, tout en étant de la bande dessinée. Et c'était des espèces de constructions complètement fantaisistes qui me fascinaient littéralement, quoi. Tu parles souvent aussi de Chaplin et de Buster Keaton quand on t'interroge sur les sources d'émerveillement de ton enfance. Qu'est-ce que tu as à nous en dire comme ça Enfin, déjà, ce sont des gens remarquables et des artistes remarquables. Buster Keaton, tout passe par le muet, c'est-à-dire par pas seulement le mime, mais l'action aussi. Il y a cette façon de se mettre soi-même en danger. C'est quelqu'un qui vient du cirque. Et je sais pas, cette espèce d'honnêteté, je sais pas comment dire. En tout cas, c'est le rythme. C'est le rythme. Buster Keaton, c'est que du rythme. Et ça m'a plu d'emblée, je ne sais pas pourquoi. C'est une sorte de musique visuelle, quoi. Chaplin aussi, bien sûr. Alors pour aborder le dessin et l'enfance, là, tu nous as livré cette page-là, oui. Et tu me disais qu'elle n'était pas de toi, non. Cette page. Mais par contre, tu as rencontré un jeune homme quand tu étais petit qui t'a fasciné par des fascicules illustrés. Et C'était quelqu'un de mon âge, donc au collège. Et je ne sais plus exactement comment on s'est rencontrés, mais il s'avérait que c'était quelqu'un qui pratiquait la bande dessinée et qui avait déjà une production considérable, contrairement à la mienne qui était très réduite à l'époque. Et on a décidé de travailler ensemble, en fait, de produire ce qui était des fanzines, en fait, en photocopie, et qu'on essayait de refourguer à nos copains. Comment il s'appelait alors son prénom il s'appelait Cyril. Et tu sais s'il a poursuivi après ou Non, malheureusement non. Okay. Il s'est passé quelque chose après qui a été un peu difficile. C'est-à-dire que, avec, je pense, la pièce qui va suivre, on a eu beaucoup de problèmes avec nos professeurs. D'accord. Et nos parents respectifs ont décidé de nous séparer, en fait. Ah oui. Mais auparavant, nos parents ont demandé à notre prof de dessin de nous donner quelques cours comme ça.
Oui, alors j'avais entendu ça effectivement. Alors c'est de cet objet dont tu C'est parles ça, là. oui. Vous en aviez un chacun, c'est ça, hein? Oui, Une sorte de Bible, tout petit format. oui. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cet objet là? En fait, ce sont des définitions d'un langage codé, en fait, qui nous permet de communiquer. Donc on fonctionne en cercle fermé. Et il faut s'imaginer que pour les professeurs, tu as quand même en permanence de crétins au fond de la pièce qui rigolent comme des abrutis et qui ne se concentrent absolument pas sur ce que tu es en train de faire. Donc systématiquement, ils venaient nous les prendre, on se faisait choper et on recommençait. Et finalement, on a gagné parce que ce livre-là fait à peu près plus de 200 pages chacun, avec un corps de choses à déplier, de documents, de cartes, de fausses photographies, de choses comme ça. Ce qui fait qu'on est arrivé au bout de notre ouvrage. Puis il existe encore, donc ça veut dire il existe encore. les profs ne En l'ont fait, pas pris. c'est pratiquement de l'ordre du fétiche, là, ce truc-là. C'est d'une telle bêtise que j'ai essayé de ne pas prendre de photos que le public pourrait éventuellement lire. C'est vraiment très très crétin, quoi. Moi j'ai essayé de lire. Il y a déjà du coup ici en fait une problématique importante dans ton travail qui est celle de l'objet livre et d'essayer d'isoler ce livre de sa temporalité. Là tu as en fait sali le livre, Oui. vous avez fait une sorte de patine On a fait une vieillissante, patine, oui. voilà, pour renvoyer ce livre dans le passé en fait, c'est ça? C'est ça. Ça, c'est censé être un livre très ancien. Donc on le passait à la flamme, on le passait à l'eau pour déteindre la couleur, on le trempait dans différentes substances, etc. etc. Donc il fallait que ça devienne un livre qui ait passé le temps, en fait. Toute une cuisine qu'on retrouve aussi avec tes travaux. Qui va se retrouver par la suite. C'est pour ça que j'ai tenu à te montrer ça, parce que c'est fondateur de beaucoup de choses, en fait. Alors que ce soit totalement crétin. On va sauter quelques années et on va du coup aborder les études. Tu le disais tout à l'heure, tu fais le voyage pour Angoulême, Oui. dans l'espoir d'être auteur de bande dessinée. Oui. Tu tiens et c'est chevillé au corps. C'est ce que je pensais. Voilà. Et en fait, tu passes le concours. Tu n'es pas admis dans la section bande dessinée, mais tu es amené à être dans le cursus traditionnel. Oui. Voilà. Et il se trouve que tu t'intéresses quand même de près à la peinture depuis longtemps. Oui. J'ai lu quelque part que tu reprenais, même quand tu étais enfant, des peintures de Rembrandt. Ça, c'est plus tard. tard C'est quand j'étais à la Rue Blanche, donc plus tard. D'accord. Je me suis exercé à la plume, à essayer de reproduire des gravures. Des gravures. Oui, Okay. des gravures. Donc tu rentres aux Beaux-Arts et tu peins. Et tu peins, tu sculptes, tu graves. Tu parlais de la gravure, oui. Tu vas aussi utiliser la sérigraphie, oui. Assez tôt du coup. Nous on a été assez surpris de recevoir cette matière-là de tes productions d'étudiants, oui. Parce que à la fois ça échappe un petit peu à ce qu'on connaît de toi et en même temps il y a comme une espèce de logique avec des formes récurrentes dans tes travaux qui viendront plus tard. À l'époque tu es fasciné par Cy Twombly, le peintre, qui est aussi sculpteur, mais c'est la peinture qui te touche. Et puis on va le voir. Alors il y a les productions ensuite qui sont les photos sont des photos de photos que nous a envoyé Bernard, ce qui explique parfois le manque de parallélisme des images. On a voulu les conserver telles quelles parce que ça montre aussi sa manière de procéder. Alors je les fais passer, puis tu peux peut-être les commenter si tu as des choses à en dire. Par exemple, cette pièce-là était intéressante parce que c'est des morceaux de cajot et je les ai tordus dans mon évier pour leur donner cette forme très arrondie comme ça. Une forme qui reviendra assez souvent. Oui. Ça fait quelle taille ça à peu près? J'imagine que ça devait être à peu près comme ça. Ok. Alors on a un corpus de pièces là qui sont réalisées avec des matériaux de récupération. C'est ce que je trouvais dans la rue. Et des assemblages de formes, ouais. Plus ou moins suggestives, on dira. Oui, c'est... Là, on s'est arrêté sur celle-ci tout à l'heure. Et sur tu m'as celle-ci, dit... oui, parce que en fait, j'essaie de retranscrire à peu près
le trait de Cy Twombly, le côté graffité, avec, là, par exemple, ce sont des fils électriques. Dans une éponge. Dans une éponge. Et en fait, j'essaye de retrouver la matière picturale avec ces objets, quoi. Celle-ci, tout de suite, m'a fait penser à Eva S. Et on en Oui. a parlé du coup ce midi. Oui. Ça, c'est une autre artiste qui m'a fasciné. Dans le côté justement aussi, comment dire, organique de sa sculpture. Et voilà, ça c'était voilà, c'était l'installation du diplôme, et c'est très largement inspiré de Eva S. C'est-à-dire que les objets eux-mêmes ne l'étaient pas réellement, parce que je les fabriquais sans connaître réellement Eva S. Mais je suis tombé sur une photo d'une de ces installations, et j'ai décidé d'installer mes objets de cette façon-là, quoi, pour le diplôme. On retrouve cette forme-là. C'est quelque chose que j'ai fait beaucoup plus tard. Ça, c'est du carton. Et effectivement, je veux retrouver ces formes-là, je veux retrouver ce volume-là, mais avec d'autres matériaux, pour d'autres choses, en fait, d'autres buts, quoi. Pour toi, comment dirais-je, ça ne dessine rien, ça, c'est une forme abstraite. C'est une forme abstraite. Alors ensuite, on passe, peut-être quelques questions quand même sur les études avant de passer au regard moderne et à ce que tu y as fait. Je sais qu'il y a des professeurs qui t'ont marqué pendant tes études, un prof de couleur. Oui. En quoi est-ce que cet enseignant t'a... Il m'a fait comprendre que j'étais capable de faire quelque chose avec la couleur, ce qui n'était pas du tout évident. Il nous faisait travailler en aplat, sans contour, sans dessin. Et bon, c'est quelque chose qu'on va retrouver plus tard, évidemment. Lui, son dieu, c'était Matisse, ça se sentait. Mais il a réussi quand même à nous transmettre des choses et à nous faire comprendre qu'on pouvait utiliser la couleur sans forcément avoir un dessin en dessous, quoi. Donc il nous faisait travailler sur des natures mortes. Et pour moi, ça a été vraiment un grand moment de liberté par rapport à ça, parce que par la suite je n'ai pas pour certaines choses, mais je n'ai plus cette même liberté. Il nous a transmis ça, quoi, en tout cas, cette explosion par la couleur, cette joie par la couleur, quoi. Ces études, elles t'ont quand même un peu bouleversé, chamboulé, elles ont bougé tes propres codes, même si tu le disais, en fait, dans un premier temps, tu n'étais pas toujours affairé à l'école. Non, je pouvais faire de la bande dessinée, point. Donc le reste, je m'en foutais. Et effectivement, après, avec la patience des professeurs, j'ai commencé à voir de l'art, on va dire, moderne, que je connaissais très peu. Je connaissais essentiellement les expressionnistes. Et en fait, cette traversée du XXe siècle, là, j'ai pris une énorme claque, quoi. C'est essentiel, en fait. Tu pratiques à l'école à la fois la gravure sur métal en deuxième année, je crois, ouais. La sérigraphie. Ouais. Sur ton diplôme, on t'attend plutôt sur de l'image peinte, etc. Et toi, tu proposes des sculptures. Je propose ces objets, et ça a créé pas mal de problèmes parce qu'il a fallu que les professeurs se repréparent pour me défendre. Et le diplôme s'est assez mal passé finalement, mais bon, je l'ai obtenu, c'était essentiel, je pouvais me barrer enfin. Tu as fait ces études en 2 temps, c'est-à-dire qu'il y a eu, ouais. Elles ont été coupées par deux années. Elles ont été coupées par 2 années parce qu'un copain voulait se présenter à l'école de la Rue Blanche, qui est une école de théâtre, en décoration. Il n'avait pas vraiment le cran d'y aller tout seul. Il m'a demandé de l'accompagner, on a passé le concours ensemble, on avait pris tous les deux. Et ce qui fait qu'on s'est retrouvés en déco, mes parents... en avaient marre en fait de me voir traîner à Angoulême. Ils m'ont dit oui, bah, tu vas apprendre un métier, quoi. C'est toujours très rassurant pour les parents, évidemment, je les comprends. Et donc un peu contre mon gré, je me suis retrouvé dans cette école de théâtre à apprendre le métier de décorateur. Et bon, ça s'est mal passé, on a été virés tous les trois, parce qu'entre-temps on s'est fait copain avec quelqu'un qui était venu nous rejoindre, qui est de Nantes d'ailleurs. Et il y a eu des grèves, l'année a été assez catastrophique et ils ne pouvaient plus nous supporter. Ils nous ont virés tous les trois, quoi. Donc après, j'ai pas eu le choix, je suis parti faire mon service militaire, j'ai pas été recalé. Et voyant que je n'arrivais pas à être recalé, j'ai demandé à partir sur Berlin.
Et ensuite, donc, je suis revenu terminer mes études parce que j'en avais marre. Pour passer le diplôme, pour le voilà, coup. mon but, c'était avoir le diplôme voilà. et arrêter cette catastrophe, quoi, qui était mes études. Après ton diplôme, tu commences à auto-éditer des productions? Pas tout de suite. Je viens à Paris pour faire un plan déco qui se passe très mal aussi. Je suis viré du chantier. Et puis un copain me dit, voilà, on a besoin d'un coup de main. Il travaillait dans un atelier de sérigraphie. Dans le 14e. Dans le 14e, un atelier qui était très réputé. Il me dit, on est à la bourre, il nous faut une petite main, il faut quelqu'un pour dégraver les écrans. Il savait que je savais faire ça, parce qu'il me connaissait d'Angoulême. Et donc je suis venu faire ce travail-là. Et en fait, il s'avérait que j'étais assez bon pour retrouver les teintes. Et donc le chef de l'atelier a dit ok, on va t'engager de façon permanente. Pas tout de suite, et par la suite permanente, oui. Donc au départ c'était des contrats qui revenaient. Au bout d'un moment, mon copain a dit au patron, il t'attend. Enfin, pendant ce temps-là, je bossais dans les fast-food pour faire de l'argent. Il faut bien gagner sa vie. Et je cumulais deux travaux. En journée, je travaillais à l'atelier. Le soir, je travaillais dans les fast-food. Ça faisait des journées de 12-15 heures. T'en profitais aussi pour expérimenter, toi Là, à ce moment-là, non, parce que je suis complètement pris entre l'atelier et les fast-food. Et je cours d'un point à un autre dans Paris. Et ça durait un mois à peu près. J'étais cané, quoi. Donc mon copain a dit au patron, si tu veux le garder, il faut que ce soit sérieux maintenant. Comment est-ce que tu rencontres Jacques Noël et cette librairie incroyable à Paris? Alors Jacques Noël était déjà libraire d'une librairie qui s'appelait les Yeux Fertiles. Et une personne qui s'appelle Jean-Pierre Faure l'a engagé pour tenir cette nouvelle librairie. Il voulait créer une librairie parce que les Yeux Fertiles c'était un peu bâtard. Ils vendaient un peu de tout. Il voulait créer une librairie qui soit extrême en fait, qui ne vende que des publications soit underground ou de l'érotisme, à chaque fois ou même de l'art, mais à chaque fois extrêmement choisi, extrêmement pointu. Et donc il a débauché Jacques Noël pour créer cette librairie. Et ça s'est su tout de suite. Donc il y a un vivier là d'auteurs dont tu fais partie, d'artistes dont tu fais partie, qui exposent régulièrement dans cette librairie, un regard moderne, un quartier Odéon, rue Gilles-Coeur à Paris. Il y a une énergie assez importante là entre les artistes, les éditeurs indépendants, etc. Toi, tu vas y exposer à plusieurs reprises, mais ça, c'est ta première exposition. C'est la première exposition, oui. Hier, tu me disais, en fait, il n'y a que le regard moderne qui pouvait présenter ce type de production là en vitrine, quoi. Ce dégueulis graphique. Tu y rencontres Paquito Bolino, par exemple, qui va monter le dernier cri, qui ne l'a pas encore monté pas encore à ce moment-là. Tu vas rencontrer Frédéric Poincelet et toute une bande là Et y compris des ténors de l'underground français comme Bruno Richard, essentiellement Pascal Doury aussi, trop peu malheureusement, Y5P5, des gens dont je connaissais l'existence et dont le travail m'intéressait de plus en plus. En fait, cette production punk, je voulais vraiment faire partie. Là, tu présentes un cortège de pièces très différentes. Il y a des peintures originales, il y a des sculptures de quand tu étais étudiant aussi, je crois. Il y a des espèces de faux jouets, des simulacres de jouets, un petit peu comme on en a dans l'exposition avec les masques. Il y a des masques aussi. Oui. Il y a des pochoirs, il y a de la gravure, il y a... En fait, j'avais envie de faire une... Je n'étais pas certain de pouvoir continuer, donc j'avais envie d'envoyer la purée, quoi, de montrer. Et c'était... parce qu'il y a des mouvements qui se créent à l'intérieur de ça. Ça a échappé, et c'est ce qui a plu à Jacques Noël, ça a échappé à la codification. Parce qu'il y a des codifications qui s'installent très très vite, même dans un mouvement comme ça qui est punk, il y a plusieurs directions, il y a de l'art brut, etc. Mais ça, c'était différent. C'est ce qui a plu à Jacques Noël. C'est pour ça qu'il m'a laissé exposer. 2 dessins originaux pour un premier livre qui s'appelle XXX. Oui, c'est ça. C'est le premier livre en sérigraphie. Et c'était ce copain d'atelier qui m'a aidé à faire le plan de montage.
On a décidé ensemble du papier, on a vraiment beaucoup discuté. Il s'est avéré que c'était un choix très judicieux, parce qu'on a imprimé une couche de blanc et ensuite le dessin noir par-dessus. Et il y a des brillances incroyables, on dirait que le papier devient argenté en fait. Et l'encre étant très mate, on a un contraste de matière qui est fabuleux. C'est de la pure chance, mais c'est un très beau livre. C'était vraiment étonnant, quoi. Et là aussi, je me suis dit, ok, c'est ce que j'ai envie de faire, quoi. Ça, ce sont des images qui vont te servir à réaliser un livre qui s'appelle Uburu. C'est une série d'ailleurs, Uburu, hein, c'est une série, oui. Là, on voit bien en fait à la fois le travail de sculpture, le travail autour du cartoon un peu déviant, trash, le dessin évidemment. Tout ça, c'est du carton, j'imagine. C'est du carton, oui. Voilà. Et ensuite, il y a une photo, et ensuite, on va détériorer la photo en y ajoutant une trame pour ensuite l'imprimer. Donc, il y a beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup d'étapes. Et pour monter ça, bon, j'avais construit des marionnettes, j'avais construit des décors. Et en fait, il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, donc il fallait que je fasse le photomontage à la main à partir de photocopies. Et la trame, c'était la seule façon de pouvoir l'imprimer en sérigraphie. On ne peut pas imprimer de niveau de gris en sérigraphie, il faut passer par du graphisme. Et tout ça ensuite sera colorisé. On va en voir quelques exemples. Alors, ça, on le voit ici en fait. On voit bien qu'il y a une base photographique et par-dessus en fait viennent se superposer trois couleurs qui se rapprochent des teintes primaires là. Hein, oui, c'est de la quadrille. Et qui permettent d'avoir un maximum de teintes et de valeurs dans l'image. Et ça c'est pareil, il fallait faire. Mais comme j'avais eu la formation en atelier, je savais faire la séparation des couleurs sur film. Ça, c'est une planche non coupée je crois que c'est le numéro 3, ouais. Et donc, je faisais ces sélections sur des films, sur une grande table, en fait, et couleur par couleur, je montais les images. Mais ça, c'est extrêmement mental, parce que le livre n'existe pas. Oui, c'est une projection, du coup. C'est une projection. Et ça, j'aimais bien, parce que tu es obligé d'intérioriser totalement l'image et la mise en couleur. Et il y a forcément des surprises, des aléas à l'arrivée. De toute façon, moi, je ne pouvais pas faire de BAT. Ouais. Donc, c'était brut de décoffrage. Ça passait ou ça ne marchait pas, quoi. Un BAT, c'est un bon à tirer, c'est-à-dire c'est l'épreuve qui va permettre de lancer un tirage c'est une épreuve de vérification. Ça, c'est le présentoir, en fait, des fanzines, ouais. C'est ça ? Il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Donc là, c'est déjà le dernier cri, en fait. Hein. Oui. Dernier cri, tu travailles directement du coup avec Paquito Bolino ? Je travaille avec lui pour lui parce que je l'aide à l'occasion, parce qu'il est en train de lancer sa revue qui s'appelle Le Dernier Cri, qui était imprimée sur Kraft à l'époque. Et donc je l'aide à faire soit des impressions, soit des séparations de couleurs. Mais il y avait des gens qui étaient beaucoup plus impliqués que moi. Moi, c'était vraiment très occasionnel. Et par contre, j'ai produit ces livres-là sous le label Dernier Cri, quoi. Ça, c'est des maquettes de papier. Alors, maquettes pour des réalisations un peu particulières. Ouais. Ça, par exemple, ce sont les maquettes à la gouache pour un livre que je vais réaliser par la suite, toujours au Dernier Cri, qui est un livre à système, en fait. Avec des morceaux de papier qui se déploient. Voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle ce type de livre, un pêle-mêle, je crois. Pop-up ? Non, c'est pas un pop-up là. C'est un pêle-mêle, je crois que ça s'appelle un pêle-mêle avec des rabats, comme ça tu peux changer des parties. Là, ce qui était intéressant techniquement, c'est d'avoir une coupe en croix comme ça. Des masques, comme on en a dans l'exposition, ceux-là sont plus anciens ? Ils sont anciens et ce sont les premiers masques que j'ai faits qui étaient à partir de papier plié. Et je ne pouvais pas faire de moulage à l'époque. Je vivais dans un tout petit appartement. Et puis des carnets que tu remplis de plein de choses. Beaucoup. Et qui sont pas sans rappeler donc cette petite Bible que vous aviez avec
avec ton copain. Des expérimentations de tout ordre, des dessins sans regarder la feuille. Là, on est en 92. Tu remplis tes carnets de tout un tas de choses avec des papiers qui se déploient. On est encore dans ce livre objet qu'on a vu tout à l'heure, avec ici des tests de couleurs pour les mélanges sérigraphiques sur lesquels tu vas dessiner, que tu colles, et puis voilà, on peut les soulever, etc. Ça justement, c'est ce papier cristal sur lequel on a imprimé. Donc là, j'avais testé avec des Posca ce que ça pouvait donner. Ça marchait très bien, donc je me suis dit, on va faire un truc bien. Ça, c'est le plan de montage du deuxième livre. Wood Addict. Le Wood Addict qui est exposé ici. Il y a des planches non coupées ici. Et là, c'est comme ça qu'on fait un livre, en fait. C'est comme ça qu'on fait l'imposition. On calcule le nombre de passages, on calcule le format, et à partir de ce moment-là, je peux faire le livre. Mais je calcule déjà mes formats. Oui, et le prix même que te coûtera le livre. Quoi. Voilà, tout y est, en fait. En fait, je fais tout ce calcul en amont, et après, je m'autorise à faire le livre quand je vois que c'est jouable. Et ça, tu le fais quasiment à chacun de tes livres Je continue à le faire. Voilà. Bon, à part l'aspect financier m'échappe totalement sur la production pour enfants. D'autres pages de carnet avec des trames là que tu dessines toi-même. Il y a des obsessions comme ça dans ces travaux. Avec des outils qui servent au montage de films de sérigraphie. Là, on a du scotch rouge inactinique. Et en fait, c'est vraiment avec tout ce que je trouve sur place. Et c'est la même logique que les objets. C'est toujours énormément sur la récupération, les choses qui normalement ne servent pas à ça. Maintenant, ça a un petit peu changé, mais ça reste une base en fait. Des prototypes pour des livres animés en pop-up, qui ne verront pas le jour, mais qui existent malgré tout sous cette forme. Oui, de maquettes. En fait, je poussais la maquette assez loin avant de produire pour savoir si j'étais capable de le réaliser. Parce que l'idée, effectivement, c'est après que tu puisses les produire, toi, en série, quoi. C'est ça. Donc un gros travail là sur celui-ci. Ouais. Élixir de jus de Bambi, là. Oui, c'était la finale. C'est tout ça pour arriver sur du sirop. Tes premiers, tu continues à éditer des fanzines en sérigraphie. Je continue à le faire, et ça c'est ce qui a failli me faire arrêter, en fait, celui-là. Ça a été un bide, même au niveau du regard moderne. Et ça me coûtait... il y avait 7 passages en sérigraphie, je vendais 75 francs. Et on était arrivé sur un truc très pervers avec Jacques Noël, où finalement c'était mon seul vendeur, en fait. Et moi, je commence à devenir dépendant de cette production. C'est-à-dire que je lui vendais les livres, j'allais faire mes courses à Leader Price, et puis je rentrais faire la cuisine. Et ça commence à devenir un système comme ça en boucle, et on a fini par créer ce qu'il y a de plus horrible, finalement, c'est un produit. On en est arrivé là, et c'est à ce moment-là, j'ai failli vraiment jeter l'éponge, me dire j'arrête ces conneries, ça suffit. À l'époque, tu es inspiré par des auteurs underground américains, beaucoup, David Sandlin, dont tu auras l'occasion de publier un livre ensuite chez Cornelius, mais on y reviendra. Évidemment, Gary Painter, qui est souvent présent même en citation dans tes travaux. On est vraiment là dans l'univers punk des années 80-90. Quoi. Ouais. Et puis le peintre Philip Guston, qui a l'air d'avoir une influence assez importante sur ton travail, avec Robert Crumb. Mais voilà, toi, tu tiens à admettre une vraie différence entre les deux, et il faut le faire, parce que Philip Guston est au départ un peintre expressionniste abstrait, et qui est très très loin de la figuration, quoi. Et il y a une espèce comme ça de régression assumée dans son travail. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi une prise de conscience qui était liée à la politique qui avait cours aux États-Unis à cette époque. C'est l'époque du Watergate. Et en fait, il s'est dit, mais pourquoi je peins ça ? Et il avait envie de faire de la caricature, du dessin grossier, en fait. Et c'est ça qui m'a impressionné chez lui, et aussi ce trait qui paraît très grossier, qui est mine de rien très beau, très raffiné. Ça m'a beaucoup touché et beaucoup influencé
la façon de dessiner de livres antérieurs. Beaucoup de caricatures de Nixon aussi dans ses peintures. Il a fait un livre qui s'appelle Pour Richard. Ouais, c'est ça. Et donc on arrive à un des bouquins imprimés en bichromie, alors pas la couverture parce que c'est de la sérigraphie à l'extérieur. C'est un bouquin qui a été édité par Le Dernier Cri. Toi tu as fait la production aussi de ce livre ? Non, la Paquito était déjà parti à Marseille. Et il avait lancé cette petite collection en bichromie parce qu'il a trouvé une toute petite presse offset. C'est une femme qui a une toute petite imprimerie et il avait envie de travailler avec elle. Donc il nous a proposé, les premiers ont été faits par Moulinex je crois, il nous a proposé de travailler en bichromie. Et c'était super intéressant parce que c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Bichromie, c'est du coup 2 passages couleurs. 2 passages couleurs. Et là, en l'occurrence, comme c'est pas de la sérigraphie, ça permet aussi d'avoir une très grande des transparence, tons différents. Et une troisième couleur plus marquée qu'en sérigraphie. En fait, c'est une espèce de déclinaison d'une forme. A priori, c'est une forme et puis tu brodes autour de cette forme. C'est un peu Pompou de la gueule de Viala. Ah, c'est le fameux haricot éponge de Viala. D'accord. Voilà, en fait, ça c'est la palette du peintre. Viala, c'est un artiste peintre d'un mouvement support surface. Ça, voilà. Tout à fait. Là, tu regardes vraiment du côté de Philippe Guston à ce moment-là. Une publication dans le Comics 2000, une espèce de gros dictionnaire édité par l'association avec tout ce qui se fait d'intéressant à ce moment-là dans la bande dessinée contemporaine. Ici un carnet où on voit apparaître un personnage qui va devenir un de tes personnages récurrents. Une sorte de détective au long cou comme ça, un peu tintinesque, un peu popéien, ou plutôt olivéen. Par la suite, quand je dessine comme ça, il n'est pas encore emprunté à Richard Maguire, mais tu vas en faire quelques bandes dessinées publiées dans Fusée, et du coup en fait là tu commences à être repéré par les magazines, les journaux indépendants. Il commence à se passer quelque chose, disons. C'est pas net, mais en tout cas il y a des gens qui viennent me voir pour me dire on aime bien ce que tu fais. C'est une surprise parce que jusqu'à présent c'était pas toujours évident. Tu vas rencontrer Jean-Louis Gottet de Cornelius parce que tu vas lui présenter ton travail. Oui, et il me dit d'emblée je ne te publierai jamais. Bon, okay, c'est une bonne entrée en matière, mais il me rappelle 3 semaines ou un mois après pour me dire voilà, t'es sérigraphe, j'ai besoin d'un sérigraphe. Et donc tu vas rentrer chez Cornelius en tant que sérigraphe. Oui. Tu vas même monter 2 collections. Oui, par la suite. Par la suite. C'est toi qui t'es occupé de celui-ci ? Oui. Tu devais être heureux du coup ? J'étais super heureux parce que c'est toujours une chance de rendre... de remercier. En fait, c'est une façon de remercier quelqu'un qui nous a influencé. Le fait de lui publier un livre, dire voilà, je suis heureux enfin de te rendre ce que tu m'as donné. Tu vas aussi t'occuper d'autres bouquins ? J'ai monté cette collection pour travailler en bichromie, faire travailler en bichromie des auteurs de bande dessinée, des illustrateurs. Donc ils partaient avec cette contrainte au départ de couleurs avec toutes les interactions possibles entre elles. Et j'avais compté le nombre de cahiers, donc c'était soit 32, soit 64 pages. Donc il y avait un cahier des charges qui était assez précis. Il devait travailler en bichro, mais après c'était totalement libre. Ça pouvait être narratif, ne pas l'être. Très beau livre de Dupuis et Berberian. Je suis content d'avoir publié ce livre parce que c'était un projet qui normalement aurait dû être développé en jeunesse pour Cornelius. C'était un moment où Cornelius envisageait d'ouvrir un secteur jeunesse finalement. Malheureusement ça ne s'est pas fait, la personne qui devait s'en occuper est partie. Et elle a laissé ce livre en friche parce que personne n'arrivait à s'entendre sur la finalité de ce livre. Et quand j'ai décidé de faire cette collection en bichro, les dessins sont beaux, quoi, vraiment. Le livre est très beau, écrit par Anna Rosen. Et l'histoire était intéressante aussi. J'ai taillé dans l'art, je vais dire, on va revenir vraiment à la base du projet, on ne gardera que ça. Et c'est sous cette forme finalement que je l'ai édité. Tu t'es occupé aussi de quelqu'un que tu aimais beaucoup ? Oui. Richard Maguire.
Tu en as fait plusieurs avec lui, un grand, un plus petit. J'en ai fait 2 parce qu'il a produit un tel corpus de dessins et qui partait dans 2 directions différentes. Je lui ai dit, écoute, ça va pas être un livre, ça va être 2 livres. Donc il y a une version offset, mais qui est un Kama Sutra finalement. Et il y a cette version en sérigraphie qui est plus narrative, qui est peut-être plus sentimentale. De voilà. Richard Maguire, auteur du très repéré Ici. Ici, on a oui. beaucoup parlé ce midi. C'est vraiment un artiste très brillant que vraiment j'admire énormément. Il a eu du coup une influence sur ton... C'est-à-dire que là j'ai travaillé pendant des mois là-dessus, ça m'a marqué la rétine, c'est clair. Mais à travers le personnage de Olive, je ne sais pas si tu peux revenir en arrière. Il s'agit de Popeye et d'Olive, mais voilà, stylisé jusqu'à la pure abstraction. En fait, il avait quasiment envie de faire une sorte d'écriture finalement avec ça. Et donc du personnage, du personnage de Olive qu'on voit en rouge. Moi, j'ai reconnu Tintin et ça m'a remis sur ce personnage de détective que je me suis autorisé à styliser de cette façon-là. Mais pas uniquement. Après, il y a plein de choses qui sont venues se greffer là-dessus, mais cette tête rouge m'a vraiment brûlé la rétine, quoi. Je savais que je l'utiliserais. Tu vas aussi avoir la chance d'éditer un livre, du coup, dans cette même collection. C'est le luxe que je me suis permis, oui. En bichromie. En bichromie. Voilà. Et alors, c'est intéressant parce que dans ce livre, il y a un personnage qu'on reconnaît bien. Oui. Il s'agit de Paquito Bolino, justement. C'est Paquito, mais c'est... il est pas monstrueux, en fait, Paquito dans la vraie vie, mais des fois il a cette tête-là. Là, en tous les cas, il détruit tout. Hein. C'est Paquito. Il y a déjà... on va retrouver justement des formes qui évoquent les sculptures de quand tu étais étudiant. Avec un Paquito là, très énervé qui empêche toute construction sur l'enclos de ce personnage qui est déjà très tintinesque là aussi. Oui. Bah, c'est quasiment la forme, la forme préhistorique de ce qui va devenir le détective par la suite, quoi. C'est lui avec son chapeau, son long cou, sa tête bizarre. L'enclos, ça se termine assez mal. Hein. Ça se termine mal, mais l'image finale est assez étrange. Et je pense que cette espèce de personnage monstrueux en fait sort, ce personnage qui ressemble à un petit businessman des années 50, et il lui montre autre chose. En fait, il l'amène dans un autre univers. Donc finalement, ça se termine peut-être pas si mal, mais on ne sait pas. Il y a une certaine ambiguïté. Alors j'ai été chercher cette image parce qu'on en a parlé. Il s'agit de Marc Boutavant, qui est un autre illustrateur jeunesse bien célèbre, qui a eu aussi une belle influence sur le monde de l'illustration. Pour lequel j'ai énormément d'admiration. Et tu l'as découvert avec ces petits flyers là. C'est génial que la Gaguette Pirate. Tu vois, on en a parlé. Du coup, j'avais le temps d'aller les chercher. C'est génial que tu aies ça. Hein. Ils sont superbes. Alors on les trouve pas sur Internet en bonne qualité, malheureusement, mais il y a déjà une espèce d'économie de moyens là dans son travail avec la bichromie, et toi tu voulais le faire bosser dans sur cette la collection. Malheureusement, ça n'est pas arrivé. Voilà Marc Boutavant avec son chien pourri ici par exemple. Et puis tu as voulu faire aussi des livres avec Gary Painter. J'aurais aimé. T'aurais aimé, et pareil, ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été possible. Alors pourquoi ça n'a pas été possible ? Mon patron ne l'aimait pas. Ça a été très compliqué, j'ai été obligé de laisser tomber à ma plus grande tristesse, parce que ça je l'aurais imprimé en sérigraphie. C'était un moment, il commençait à peindre comme ça, il avait déjà une production de peinture, mais ce côté, il commençait ce côté pop avec ses couleurs super flashy. J'ai été le voir dans son atelier à New York pour recruter des artistes finalement. Donc me trouver devant ma star, c'était un grand moment. Il m'a montré ses carnets de croquis, on a passé comme ça quelques heures. Et au final, en fait, il s'attendait à ce que je lui dise, bon voilà, je fais des photocopies de tes carnets. Je lui ai dit non, en fait, ce que je veux faire, c'est ta peinture. Et je veux éditer ça en sérigraphie. Je me débrouillerai pour le nombre de passages. Je me débrouillerai, je viendrai faire des photos. Si possible avec un vrai photographe, je vais arranger tout ça, je rentre à Paris et je tiens au courant.
Et donc malheureusement, Quel dommage. ça n'allait pas. Tu es approché aussi par les requins-marteaux et leur revue Ferraille illustrée, compendium de tout un tas de... C'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris. On en a discuté hier avec Marc Michelin. Je ne savais pas qu'il savait que j'existais. Et quand il m'a demandé de faire des pages pour la première version de Ferraille, qui n'était pas celle-là, qui était sous forme de journal agrafé, quoi, j'étais totalement surpris. Je n'avais aucune idée que ces gens-là puissent s'intéresser à ce que je... Ils avaient un peu l'œil partout, faut dire. Ben, apparemment. Donc là, c'était un grand moment. On me demande de faire la couverture de Ferraille. J'étais plus qu'honoré, quoi. On va passer à la deuxième partie de cet entretien avec ce qui a été édité depuis un paquet d'années. Donc on a traversé les études et tes premières publications. Là, pour le coup, on va venir à des choses qui sont éditées par des éditeurs mainstream, on dira. Ça, c'est un de tes premiers livres pour enfants. Oui. C'est Rogaton Man, que tu travailles avec Jean-Luc Fromental. C'est lui qui écrit l'histoire, mais il adapte pour moi, il adapte pour mes dessins. Et là, on voit déjà... Alors, je reviens un petit peu en arrière. Ça, ce sont les originaux. Non. Ça, c'est une version... C'est des recherches. Non, j'ai entièrement dessiné le livre dessus, sauf que j'étais super malin. J'ai dessiné ça sur un papier recyclé, avec plein de grains, qui remontait tout au scannage, évidemment. Donc j'étais obligé de tout refaire. D'accord, ok. Ce qui explique effectivement il y a moins de lignes. Ou alors c'est que tu as effacé parfois des lignes. Là, c'est une deuxième version, en fait. Ok. On reconnaît des personnages qui sont proches de Popeye, de Olive. C'est la même période que l'enclos, c'est 2000 à peu près. Là, il y a une mise en couleur qui est numérique. C'est ça. Même les caractères, j'y reviens là. Les caractères sont des caractères qui ont été numérisés. Oui. Donc l'ordinateur là rentre dans ton champ d'action. Oui, parce que je suis obligé je tombe malade avec la sérigraphie. On travaille avec comme solvant avec du White Spirit. Ouais. Donc je baignais toute la journée dans le White Spirit. J'ai fini par faire une sorte de myxomatose. Ça me faisait une sale tête et je dis non, ça c'est pas supportable. Et donc je suis devenu maquettiste. C'est un moment où les ordinateurs de bureau sont censés devenir accessibles. Et Jean-Louis et moi, on a eu une très bonne période à ce moment-là parce qu'on s'est formés mutuellement sur Photoshop. Justement en vue de préparer les sérigraphies, les séparations des couleurs, etc. Donc c'était un moment en fait, c'était vraiment le meilleur moment de Cornelius parce qu'on expérimentait un logiciel qu'on ne connaissait pas. On s'est vraiment formé sur le tas. Et on essayait de retrouver ce qu'on savait faire en sérigraphie via le logiciel, numérique. Le numérique. Et ça a été d'une très grande importance. Rogaton Man, si tu regardes, c'est vraiment une gamme de 3 couleurs. Ce que j'utilise tout le temps finalement, avec le trait noir par-dessus. Ce qui permet une palette harmonieuse. Voilà, c'est une palette réduite d'emblée. En fait, c'est l'intérêt de l'ordinateur pour moi, c'était de retrouver cette forme traditionnelle, quoi. Oui. Tu vas faire 2 petites bandes dessinées chez un autre éditeur pour les enfants, Thierry Magnier. La longue vue et peindre un récit muet et puis un récit où il y a des bulles, mais là pour le coup c'est toi qui es aussi à l'histoire. Oui. Là c'est travaillé aussi à l'ordinateur. Donc là il n'y a pas d'originaux, j'imagine, sur sur celui-là il y a des originaux que je fais au crayon, un peu comme l'œil privé. D'accord. Et en fait je fais la colorisation et à la fin j'enlève le trait. Tu retires le trait, ouais. Donc il ne reste plus du tout d'analogique. C'est ça, oui. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ces 2 petits livres ? C'était une bonne expérience. On me demandait de faire de la bande dessinée, donc j'étais content. Après, la collection n'a pas marché, donc ça a été un four. Le deuxième s'appelle Peindre. Pour le coup, il est un tout petit peu plus bavard. Oui. Tu utilises là vraiment le noir, le blanc, le gris, un peu comme un musicien. On a la sensation que enfin, sans le gris, en fait, il y a plus grand-chose, quoi. Oui. Ça amène de la profondeur aux images. C'est ça. Il se trouve aussi qu'à ce moment-là, je travaille sur Petit Peintre en tant que maquettiste. De Dupuis et Berberian. Chez Cornelius. Et tu retrouves ces lignes brisées, etc. Là, j'ai juste monté
tout petit peu le curseur et je l'ai déplacé un petit peu. C'est toi qui définis là, couleur ou pas couleur? Ou c'est l'éditeur? Non, qui te c'est dit l'éditeur, là, c'était obligatoire, c'était noir-blanc, point. Ok, fallait pas que ça coûte trop cher, j'imagine. L'éditeur voulait le vendre à 5 € parce qu'il avait fait une collection de petits textes, donc une collection littéraire qui marchait très bien dans ce format. Et il s'est dit, ok, on va tenter de faire de la bande dessinée dans ce format-là. Ça fait une dizaine de centimètres de hauteur. Hein. Ça n'a pas du tout marché. Il y avait pourtant des bons titres, il y avait des belles choses. On passe à ta première bande dessinée pour adultes, pour le coup, un livre qui a été repéré, il a été dans la sélection à Angoulême l'année où il a été présenté. C'est Les Requins Marteaux, donc les initiateurs de Ferraille. Une sorte de polar avec le détective qu'on a laissé tout à l'heure de côté. Avec un travail un peu particulier, puisque on présente en fait ce travail dans l'exposition en bas. Tout est dessiné au départ avec un crayon télévision rouge et bleu sur des feuilles volantes. Et ensuite, tu vas numériser tout ça. Et tu vas faire des gros plans, tu vas retailler la matière. Recadre, ouais. Et tu vas en faire une séquence. Une séquence, ouais. Et ensuite, tu vas recoloriser tout ça à l'ordinateur avec des aplats, en bichromie. Mais alors, c'est des bichromies différentes. Parce que le livre est imprimé en quadrichromie, donc je simule des bichromies. Et tu vas jusqu'à simuler aussi l'aspect du papier jauni là, d'une vieille revue ou d'un vieux livre. Ouais, c'est ça. On se rapproche à nouveau de ce livre d'enfance là que tu salissais pour lui donner la patine. C'est exactement la même chose. Moi, j'y ai vu évidemment des échos à Dick Tracy avec des gueules de personnages très marquées, très marquantes. Et ça, puisque tu en parlais tout à l'heure, c'est vraiment il y a aussi du George Grosz qui a influencé l'auteur de Dick Tracy, Chester Gould. Et ça vient du fait que donc quand j'étais à la Rue Blanche, donc je copiais des gravures de Rembrandt, des dessins de George Grosz pour faire la main, la plume en fait. Fragonard aussi. Fragonard aussi, oui. Mais là, ça se voit pas. En fait, on sent que tu adaptes ce que tu sais faire à la bande dessinée. Et là, par exemple, cette page-là, effectivement, c'est de la pure bande dessinée avec un jeu de diffraction de l'image. Et cette silhouette féminine vue de trois quarts d'eau va revenir incessamment dans ton travail, comme un certain nombre de motifs récurrents. On pointera du doigt ça tout à l'heure. Voilà quelques pages là qui montrent bien que tu exploites le médium bande dessinée pour ce qu'il est. La composition de la planche devient... je sais plus, c'est Scoyton qui avait écrit qui avait la fonction, comment on appelle ça? Il y avait une fonction panoptique de la planche, et après il y avait la fonction, je sais plus comment ça s'appelle, où tu lis par bande. De gauche à droite, de haut en bas. Comme un texte. Fred exploitait aussi ça. D'autres pages de l'œil privé qui va certainement me faire du bien en fait, parce que c'est un livre qui est repéré. C'est un livre qui est repéré, qui est dans la sélection d'Angoulême. J'ai énormément de chance. Je ne sais pas ce qui leur a plu là-dedans. Avec parfois juste plus d'interaction de couleurs. Il y a une variation assez subtile des teintes qui simule comme de l'encre qui est passée à la lumière. En fait, l'idée, c'était, parce qu'il y a toutes les pages de chapitres, les pages titres, c'était comme si c'était un truc qui avait été créé par épisode et qui était vendu sous forme de 4 pages, une feuille pliée, quoi. Et donc, ce livre est une collection un album qui réunit toutes ces... Une compilation de ces épisodes. Ouais. J'avais même l'intention de faire des épisodes qui manquaient, etc. Mais enfin bon, ça commence à devenir compliqué. Un livre un peu particulier, là, on en parlait, je te disais, c'est intéressant aussi de voir ce que tu faisais pour des travaux de commande. C'est la même époque, en fait. C'est la même époque. Là, tu travailles aussi à l'ordinateur. Exclusivement à l'ordinateur, là. Sur un scénario qui n'est pas de toi. On regarde les images juste pour voir que le travail de commande, c'est aussi parfois faire des compromis. Bien sûr, oui, bien sûr.
Et d'ailleurs, j'étais quand même un petit peu déprimé à ce moment-là. J'avais envisagé de ne faire que ça, c'est-à-dire d'être illustrateur mercenaire, quoi. J'ai pas honte de ça du tout, hein, mais c'est vrai que quand je vois ça, je vois quelqu'un qui est vraiment en train de se former en fait au métier d'illustrateur. Tu as quel âge là à ce moment-là? Je sais plus de 30 ans. De toute façon, j'ai vraiment traîné des pattes, hein. Tu vas être approché par Albin Michel Jeunesse et son éditrice. Qui était à l'époque toute jeune éditrice. Elle venait de rentrer. Elle avait eu un autre parcours. Elle était éditrice, je crois, à Marseille, chez Agone. Béatrice Vincent. C'est ça, dans un domaine tout à fait différent. Et elle est arrivée chez Albin Michel. Et c'était un des albums de commande comme ça qui lui a donné l'idée de me faire travailler. Ça a dû être un régal C'était un vrai régal. C'était un vrai régal. Au début, elle avait Ce sont des livres de bain. Elle avait l'air presque désolée de me dire voilà, c'est des livres pour bébé. Et moi j'étais là, mais c'est super. Donc c'est Monsieur Triangle et Monsieur Rond. Mon ami Triangle et mon ami Rond. Ouais. Avec une matérialité particulière là, c'est imprimé sur du plastique, avec un plastique transparent qui permet de flotter à la surface du bain. Et donc toujours garder la forme au centre. Et ce qui avait plu à Béatrice, c'est que je mets une petite narration dans chaque livre. En fait, c'était libre d'interprétation. J'ai tenu à faire une sorte de comptine qui raconte une petite histoire en fait. Alors c'est plus le haricot de Yala, mais en fait c'est une déclinaison autour d'une forme aussi. C'est pratiquement le même livre en fait. Voilà, je les montre parce qu'on aurait bien aimé les montrer dans l'exposition et on n'a pas trouvé leur place dans le corpus de pièces, mais ils sont vraiment très beaux. Ensuite, il va y avoir un livre qui va être édité à plusieurs endroits. L'édition originale est allemande. Voilà. C'est un éditeur allemand que j'admirais sur en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'il édite des textes littéraires et il les fait illustrer. Et ce sont vraiment des textes pour adultes, quoi. Et cette démarche, je l'ai toujours aimée. Et j'aimais aussi la production, parce que là, ce ne sont que des tons directs. Ton direct, c'est ce qu'on appelle des pantones aussi. C'est pas des mélanges optiques de couleurs. C'est vraiment à la manière d'une sérigraphie en quelque sorte. Oui. Ce sont des couleurs pures. Et là, alors c'était un livre qui était imprimé en combien de couleurs? 4. 4. Mais il y en a que 3 qui sont visibles parce qu'en fait j'avais réservé une couleur pour avoir un fond papier. Voilà, c'est ça, pour simuler en fait un jaune de papier, c'est ça, un fond un peu... Et sur tout le livre, il y a 1 cm² qui restait en blanc. Et sinon, tout le livre est imprimé. Et il m'a avoué, au retour chez l'imprimeur, qu'il en a sué. Il a très peur, en fait. Parce que les encres saturaient, évidemment, tout. Il n'y avait pas 1 cm² de blanc, quoi. Il s'agit encore en fait d'imposer une forme au centre de l'image. Cette fois-ci, ce sont des lettres que tu tentes de faire disparaître ou apparaître par un habile jeu de recouvrement, etc. Donc là, c'est la lettre A. Et en fait, c'est un récit qui se tient d'un bout à l'autre, de A à Z, avec toujours cette lettre très visible là. Quelques exemples. Le B, le C. Alors tu travailles souvent avec des contraintes et tu joues avec ça? C'est-à-dire que là, on n'a pas réussi à s'entendre sur un texte. Moi, je voulais plutôt essayer d'illustrer D.H. Lawrence. Lui, il n'était pas très fan. Il m'a proposé un autre texte d'un autre auteur. Je n'étais pas convaincu. Donc, il m'a dit, voilà, on va faire un classique. Tu peux faire un imagier, tu peux faire un abécédaire. Et je dis, abécédaire, oui, ça me parle. J'ai envie de raconter une histoire assez horrible à travers la forme de la lettre. Il a été publié ensuite au Requin-Marteau en France. Oui. Et petit après, tirage, je crois. Hein. Je crois que c'était raisonnable, c'était 1000 exemplaires. La lettre K. Et ensuite, il a été publié en Angleterre. Chez Nobro. Nobro, avec qui tu vas faire plusieurs livres. Ça, c'est le travail en amont. C'est le découpage, c'est le synopsis et le storyboard. C'est là que tu projettes tout. Voilà. C'est-à-dire les actions, qu'est-ce qui se passe, et ça m'aide après à construire le texte. Le texte est fidèle à l'arrivée ou est-ce qu'il est beaucoup retravaillé?
Je l'ai pas mal retravaillé, essentiellement pour des raisons de maquette. Il était trop long. Et après, ce qui s'est passé, parce que l'édition originale est allemande, l'éditeur l'a fait traduire en Allemagne. Il est venu à Paris. On a travaillé 2 jours sur le texte. Parce qu'il y avait des choses que la traductrice n'avait pas perçues et qui étaient un petit peu confuses. Et c'était vraiment essentiel. Et on a passé un moment extraordinaire. En fait, c'est comme ça que j'aime travailler avec les éditeurs. C'est vraiment de la complicité. On est d'accord sur le projet, on travaille à fond tous les deux. Et ça, c'était vraiment un moment le plus exceptionnel que j'ai jamais eu, en fait. J'ai retrouvé ce plaisir-là avec Béatrice et Vincent pour l'Image des gens. Pardon. Alors j'ai mis ça là parce que tu m'as envoyé ça et j'ai pas su où le mettre. Je me suis dit c'était peut-être une image qui préfigurait ta série d'imagiers. Ça, c'est quelque chose qu'il y a eu après. En fait, c'était un projet pour Phaidon, l'éditeur anglais. Et j'avais l'intention de proposer plusieurs types de pliages. Ah d'accord, donc j'ai vu, je me souviens de ce petit schéma là, avec des grandes pages et puis petit à petit en voilà, fait c'est ça. Diminue. Donc là je voulais faire imprimer sur du Tyvek, c'est du papier pratiquement indéchirable qui sert à faire les cartes marines. Et en fait, il n'arrêtait pas de me mettre des bâtons dans les roues. Là, en fait, l'idée, c'était de prendre les classiques petite enfance. Donc là, ici, c'est le grand et le petit, quoi. Ouais. Mais mon idée, c'était de mettre la chose, de renverser. Et elle m'a fait suer, mais infernal. Elle disait, oui, tu cherches à faire de la psychologie. Je disais, mais non, c'est un truc bête, quoi. L'enfant, je pense vraiment, l'enfant s'amuse en voyant ça, que la montagne est toute petite, que la fourmi a 8 fois la taille de la montagne. Je pense que ça fonctionne sur la... En fait, elle n'admettait pas que qu'on puisse faire quelque chose de drôle, d'amusant, quoi. Ça, c'est après l'Imagier des gens. C'est après, oui. Ok, pourtant, avec l'Imagier des gens, tu aurais pu avoir la confiance de l'éditeur. C'est pas toujours automatique. Alors ça, c'est des pages justement qui préfigurent soit l'Imagier des gens, soit déjà la trilogie Imagier des gens, saison et romance. Ça, c'est le schéma de construction des livres. C'est-à-dire que l'Imagier des gens, c'est une spirale. On part du plus grand dénominateur commun, pardon. Et en fait, on gravite autour de ça. J'ai construit la suite des personnages sur cette idée de spirale. Éloignement, du coup. Oui, c'est ça. On part d'un cercle comme ça et on gravite sur des domaines de gens de plus en plus éloignés de ce centre, tout en étant reliés, évidemment. Et ces saisons, en fait, ce sont des loupes. J'ai construit ce... Voilà, saison, c'est celui-ci, du coup. Ce sont des cycles, mais qui... en fait, c'est une spirale dépliée, quoi. C'est la structure du livre. Dès le départ, en fait, tu envisages le trio ? Non. Ça c'est une réflexion a posteriori quand je fais romance. Ok. Je me dis sur quoi je vais baser ma ronde maintenant. Et alors du coup, romance, là, il est plus complexe dans son... Il est plus complexe, oui. Ça commence à devenir un peu bordélique. Bon, on va le voir, hein. En réalité, il est assez simple dans le principe, mais je suis assez étonné justement de la complexité de ton schéma. Il était difficile à percevoir au départ. Bon, on va passer dessus. L'Imagier des gens, c'est un livre qui tombe à un moment un peu particulier, où tu as envie de jeter l'éponge, où tu n'en peux plus, tu te dis je vais faire autre chose, je vais certainement être imprimeur. Ouais, Et il se trouve qu'à ce moment-là, tu pars à Berlin. Non, je fais l'Imagier des gens en pensant que ce sera mon dernier livre. Voilà. Je pars à Berlin. Voilà, c'est ça. Et en fait, il se passe une sorte de phénomène autour de ce livre. Que ce soit en France ou à Paris, il est montré dans les vitrines. On avait fait une présentation très étrange au libraire, Albin Michel, la chef, disons, du département n'était pas convaincue par ce bouquin. Et donc on présente. Moi, il n'y avait pas comme ici un retour, parce que là, je vois les images qu'on montre. Et donc, il y avait une sorte de petite interview, comme ça, entre Béatrice et moi, qui me demandait qu'est-ce que c'était que ce livre, une présentation au libraire. Et au bout d'un moment, je parle comme ça, et les gens se marrent. J'étais super vexé, je disais, mais ils en ont rien à foutre de ce que je raconte. Et en fait, ils regardaient, moi, je ne voyais pas ce qui se passait dans mon dos.
Et en fait, les gens se marraient parce qu'ils étaient surpris par les relations entre les personnages qui apparaissent dans ce. Écoute, on va voir si ça marche. Hein. Bouquin. Non, mais maintenant, c'est fini. Bon, il se trouve que c'est un bouquin qui reçoit un prix important, qui est normalement dédié au graphisme. Il reçoit le prix du plus beau livre du monde. En fait, c'est Best Book Design. Voilà, oui. Et donc le livre commence ainsi pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. C'est un imagier finalement. Comment dire Moi, ce qui m'a intéressé, mais ça se voit pas tellement sur ces pages-là, voilà, c'est d'utiliser le diptyque en fait, et d'utiliser à la fois la structure verticale, c'est-à-dire qu'on a le mot et l'image en dessous, et la structure horizontale, c'est-à-dire la lecture passe d'une image à l'autre. Et en fait, c'est ce croisement de structures dans ce diptyque qui m'a intéressé. En fait, c'est ce qui génère les images. L'association, le télescopage aussi des idées, les jeux en miroir, parfois même autour de la page. Hein. Quand on tourne la page, on trouve quelque chose qui... Ça, c'est quelque chose que j'ai plus développé dans le livre suivant Saison. Mais effectivement, il y a déjà des choses comme ça qui sont en germe. C'est un livre qui va être traduit un peu partout, hein, ça. Oui. C'est ton best-seller, en gros ? C'est pas mon best-seller, mais c'est le livre qui me fait connaître, en fait. Et à ce moment-là, public, quand même, tu penses jeter l'éponge, quoi. C'est-à-dire que non, quand l'imaginaire des gens n'est pas encore imprimée, moi je pense réellement que c'est mon dernier livre. Déjà, j'en peux plus, il faut que je fasse d'autres choses. J'ai des problèmes existentiels un peu plus graves. Donc je me dis, et de toute façon, je pense que ça va faire un four, quoi. C'est vrai, hein. Et donc je me dis, ça va pas se vendre. Jean Albon et Michel vont dire, tu es bien gentil, on t'aime bien comme illustrateur, mais tu vas en rester là, quoi. Et en fait, non, ce livre marque les esprits et j'ai eu beaucoup de chance, en fait. Tout. Il est assez engagé, ce livre. Je pourrais pas dire ça. Non. Je pourrais pas dire ça. C'est plus des sortes de commentaires un petit peu sarcastiques, un peu humoristiques aussi parfois. Je pourrais pas dire que c'est engagé, non. Et en fait, il y a ce côté un peu Buster Keaton, tu vois, sur les équilibres, sur les situations. Là, c'est un peu plus littéraire parce qu'on comprend qui va gagner. Mais c'est un autre ordre de réflexion. En fait, c'est un espèce de maillage de plein d'observations, de réflexions, de choses comme ça. Et c'est plus un commentaire un petit peu ironique, tout en soulignant que c'est cette relation qui fait précisément qu'on est des gens, qu'on est définissable en tant que personne. C'est un livre qui est imprimé en 3 couleurs. Oui. Avec donc toutes les interactions qui font 7 couleurs, il n'y a pas de noir. Ouais. C'est imprimé sur un papier bouffant, légèrement transparent. Il fait 200 pages et c'est du dessin numérique là pour le coup. Oui, entièrement, ouais. Dès le départ, hein, d'ailleurs, il n'y a pas de trait d'épure là. Non, jamais eu même de croquis. Je commence directement sur l'écran. Alors tu dis que c'est quasiment en fait du modelage, mais avec le pixel. C'est ça. En fait tu fais une forme. Elle peut être très simple ou elle est juste esquissée. Puis après tu l'affines, t'enlèves du pixel, tu rajoutes du pixel. C'est comme prendre de la terre, faire du modelage, c'est pareil. On ne l'a pas évoqué, mais vous l'avez certainement vu et senti au fil de la discussion. En fait, à un moment, tu laisses de côté le trait en fait, au profit de l'aplat. Ouais. Tu dis, finalement, cette ligne-là, elle m'a encombré. Est-ce qu'elle doit être à l'extérieur de la forme et du coup l'augmenter? Est-ce qu'elle doit être à l'intérieur? Oui, j'arrivais pas à équilibrer un trait en fait. Voilà. Et du coup, là, il y a l'idée en fait que l'image quasiment ne t'appartient plus ou quelque chose de ça. Il y avait une envie de me distancer aussi de mon dessin. Ouais. J'avais envie de n'avoir que ces formes-là, quoi. Le principe du deuxième saison, alors, avant saison même, on va en voir un autre parce que tu mènes plusieurs projets de front en fait à ce moment-là. Je les balaye assez vite là, mais je vous recommande vraiment la lecture de
de ce livre. Avec parfois des jeux vraiment avec la page, comme tu dis, hein, prolongement, vision en miroir. Avec une police de caractère que tu as créée et générée ensuite. À partir de cubes pour enfants, que j'ai retravaillé après pour la suite pour en faire vraiment une typographie, quoi. Il y a La Fêlure en fait qui vient entre les deux, en tous les cas qui est publié entre les deux, qui est un petit livre édité avec un éditeur qui va compter pour toi. Oui. Frédéric Desjean ou Rumoire là. C'est un petit livre imprimé en 2 couleurs. Pour le coup, c'est lui qui imprime là. Oui. Et tu lui fais confiance, tu lui laisses cette matière là. On a fait juste un test d'impression pour déterminer la gamme, qui est aussi en 2 couleurs. Tu disais que c'est le rouge qui est transparent et qui passe par-dessus. Non, là. c'est parce que si je transparence le rouge, il devient un rose. Oui, c'est ça. Et donc c'est le bleu qui vient en transparence et qui donne cette couleur particulièrement noire au rouge, quoi. Un faux noir, quoi. Ouais, un faux noir. Ça, c'est vraiment intéressant à faire. On retrouve ce détective curieux, une figure récurrente aussi. Je te poserai la question par la suite là de ce recouvrement de la tête par un pull ou une chemise. Saison, c'est le 2e volet du diptyque qui a une histoire assez particulière puisqu'il va être offert, je crois, aux enfants qui naissent à Levallois, je crois. Non, pas Levallois. Le Val-de-Marne, il me semble. Oui, c'est ça. Voilà. Et c'est un livre qui évoque le temps qui passe, qui s'écoule. Avec un autre jeu là que le jeu. C'est-à-dire que la thématique des saisons me permet de parler effectivement de la temporalité, du temps qui passe et du cycle du temps, et ce qui échappe au cycle, ce qui finit par tomber hors du cycle, par mourir d'une certaine façon. Avec des figures qui reviennent régulièrement dans le livre et qui se transforment au fil des 4 saisons. La prune bien mûre devient pruneau et c'est comme ça un jeu de correspondance. Oui. Et là en fait c'est c'est-à-dire, les gens s'étant habitués à l'image des gens, ils attendaient qu'il y ait un rapport en fait, avec cette histoire de diptyque. Et en fait j'ai déporté le diptyque dans la continuité du livre. En fait j'ai mis du temps et des images entre ce qui aurait pu être justement ce rapport direct, quoi. Que j'ai évité du coup dans le livre, mais il est déporté parce que j'avais envie que le lecteur fasse travailler sa mémoire, parce qu'on a la perception du temps que parce qu'on se souvient. Oui, et c'est ce que j'avais envie de dire avec ce livre. Tu ne connais le temps, tu ne sais que le temps passe parce que tu te souviens. En fait, c'était le propos de ce livre. Il y a le même nombre de couleurs que pour l'imagier des gens. Le nuancier change légèrement. Légèrement, oui. Mais là, tu ajoutes des tramages qui permettent des valeurs différentes de chacune des couleurs. Là, je casse les aplats avec de la trame, certaines trames que j'ai fabriquées moi-même. Il y a des effets de crayon, des choses comme ça. Ouais. On a laissé la prune pour le pruneau. Et donc, les saisons passent comme ça. Avec la gamme, avec toujours la même gamme chromatique, mais plus ou moins désaturée en fonction des époques. La figure du rhume, on l'avait tout à l'heure avec l'allergie. C'est une figure qui est renversée. C'est le même dessin en fait. C'est le même personnage. Voilà. Le pauvre, il a tout. Oui, il se fait piquer par des moustiques comme nous aussi. À un moment. Ah, ça c'est intéressant. On parlait de Noël. Oui, ça c'était une question de dispute en fait, parce que ce livre étant distribué à toutes les personnes qui ont un enfant cette année-là, évidemment ça recouvre des familles qui sont extrêmement différentes, quoi. Et la question de Noël a failli poser un problème. Je leur ai dit que j'y tenais, parce que pour moi c'est aussi un livre qui parle de mon expérience, qui parle de mon enfance, et penser à l'hiver sans penser à Noël, c'était impossible. Donc il y avait cette histoire de la question religieuse. Je lui ai dit, laissez-moi mon Noël en dehors de cette question-là. Donc j'ai quand même tenu à faire cette image-là. Un écho à une peinture bien célèbre là. Ça c'était amusant, c'est de mettre une séquence narrative au milieu du livre. En fait, il y a vraiment le déjeuner sur l'herbe là, avec les déchets qui restent de ce déjeuner et ensuite un oiseau qui. De façon inattendue, ça devient quelque chose d'intéressant pour le.
Donc il y a aussi une construction dramaturgique avec un rythme très Oui. particulier là, dans ce livre. Des images plus ou moins complexes, plus ou moins minimalistes, avec une esthétique qui renvoie à un autre temps, mais des éléments qui rappellent Oui. notre époque. Ça, c'est une image que, par exemple, les Américains n'ont absolument pas compris. Eh oui. Mais le retour de vacances en France était assez meurtrier. Ouais. Ça, c'est une image que j'ai réellement vue quand j'étais gamin. Il fallait que je la montre. C'était aussi important que l'arbre de Noël. On passe à Dog Crime ou Crime Chien en Crime Chien. français. Il est édité par Pipifax au départ. Au départ en sérigraphie, c'est un tout petit tirage à 200 exemplaires. Il va très vite disparaître. Il disparaît très vite, ouais. Il va être édité ensuite par Nobro et en France par Cornelius. Par Cornelius, ouais. Dans un diptyque. On retrouve là ton personnage de détective, Oui. avec une nouvelle gamme de couleurs. Un récit assez baroque, assez complexe. Sur une pagination assez courte finalement, ouais, c'est vrai. Oui, c'est un petit fascicule, hein, en tous les cas chez Nobro. Chez Cornelius, comme il y a eu une image toutes les 2 pages, ça fait un livre plus épais. Ce qui est intéressant dans le visionnage de ces images, c'est que vous allez voir la version anglaise, la version française, puis vous allez voir une déclinaison en fait qui est liée au fait que tu as vendu tous les originaux Oui. de ce livre, et la frustration de ne plus les avoir matériellement en main t'a fait faire un livre supplémentaire finalement. Voilà, qui reprend en fait les images, soit par le souvenir, soit d'après les impressions. C'est ça. Et ce qui se passait aussi, c'est que l'éditeur suisse, Pifax, c'est un super imprimeur, mais il n'est pas très pressé après de publier. Donc j'étais frustré, non seulement j'avais plus les originaux, mais j'avais pas le livre non oui, plus. D'accord. Donc Tu n'avais pas d'esquisse non plus? Ben non. Ça, c'est la version française avec une gamme de couleurs différentes. Une gamme de couleurs différentes, oui. À un moment, c'est ce que j'essayais de faire quand j'avais des livres qui étaient publiés ailleurs, c'était de proposer une nouvelle gamme, proposer une nouvelle ambiance faite par les couleurs. Ça me permettait de tester des choses aussi. Je vais mettre en parallèle en fait quelques-unes des images justement. Première version, deuxième version, c'est intéressant de voir la déperdition, le gain d'une image à l'autre. Donc c'est hors zone que tu vas faire pour retrouver ces images en quelque sorte. C'est pour compenser cette absence de livre et cette absence de dessin. On en a une bonne sélection dans l'exposition, hein, de ces dessins, de ces gouaches qui sont transformés par l'ordinateur là, en impression offset, avec un nuancier différent d'ailleurs des originaux. Oui. Puisque tu as remplacé l'ocre jaune par un vert. Ça, c'est dû à la limitation Pantone, parce que le vert de l'édition suisse est absolument magnifique, totalement introuvable dans le nuancier Pantone. Donc là, j'étais obligé d'improviser avec un vert qui ne me satisfait pas complètement. C'est un peu trop pistache. Un rapport assez tendu entre le texte et l'image, comme si le texte voulait combattre l'image. Oui. C'est un récit en plus qui est particulier puisqu'il s'autodétruit en quelque sorte. C'est ça. Comment est-ce que tu construis cette dramaturgie-là? Dès les premières pages, donc ce livre fait suite au récit qu'il y a dans Crime Chien, où le personnage se suicide. Et les 2 premières pages de ce livre-là rappellent ce fait. Et donc forcément, on sait que c'est une histoire qui ne peut pas exister. Donc c'est le principe de base. Mais ce qui était intéressant là-dedans, c'était de finalement tromper le lecteur et lui dire tu sais que cette histoire n'est pas possible, et tu continues à lire. Et donc il y a des rapports qui se créent entre le texte, où le texte vient détruire ce que dit l'image, et l'image vient contredire ce que dit le texte. Et c'est cette espèce de jeu un peu étrange, quoi. Il est dans la sélection Angoulême, hein, l'année où il est édité, hors zone. Oui, c'est vrai en plus. Et donc là, vous voyez en fait la version hors zone, donc le deuxième montage de Dog Crime, Crime Chien. Je vais les passer comme ça rapidement. Vous voyez du coup
la déclinaison des deux. Ce qui me permet dans le récit de faire une sorte de flashback, mais qui est lui-même faussé en fait. Oui, on a perdu des éléments, quoi. On a perdu des éléments, les choses ont une nouvelle signification qu'il n'avait pas dans le livre précédent. En fait, il essaye de retrouver son histoire, tout en sachant que ce n'est pas possible et que cette histoire n'est pas réelle. Voilà les deux versions, hors zone à gauche et crime chien à droite. Dans Crime chien, il est détective, là il repère un crime odieux, et il se trouve dans le deuxième livre qu'il est l'auteur de ce crime odieux. Ça doit être une toute première version, une version de travail, certainement. Ça, c'est une gouache que j'avais fait en recherche pour Abécédaria, parce que ça se passait dans cette espèce de pays très étrange. Et ce sont des choses... Enfin, ce sont des livres qui sont très proches, Crime chien, Abécédaria, L'image et les gens, Ouais. c'est une compression dans le temps. Et donc forcément, les choses viennent se nourrir les unes les autres. Des thèmes récurrents, le personnage perdu dans la jungle, le supplicié pendu par les pieds qui reprend la figure du tarot, Ouais. du pendu. De très belles doubles pages là, qui coupent la narration avec des images plein pot, sans texte, avec un combat contre un serpent là, au corps à corps. C'est des choses dont je me suis resservi après pour vacances, ce type de cut comme ça dans la narration. La figure du chat à beauté que tu tiens de Joseph Lada, un illustrateur extrêmement intéressant, dont tu vas emprunter la figure là. Ouais, moi je le prends sur personnage. J'ai mis aussi tu as raison. Des images qui doivent renvoyer à pas mal de tes travaux là. Ouais. On retrouve hors zone. La figure féminine de trois quarts d'eau qu'on a vu tout à l'heure est à nouveau déclinée. Oups. Des personnages et des cadrages récurrents. Ouais. On retrouve Katermikesh. Tonto, l'éléphant rouge, qui revient aussi dans plusieurs de tes Comme ouvrages. c'est aussi une fable sur la fable, c'était intéressant de prendre un personnage de fable aussi, de Chaboté. Oui, puis il y a ce lapin là qui revient aussi régulièrement. Les biscuits Gringoire. C'est ça. La fleur oracle avec encore une fois le Chaboté, Katermikesh là, qui est un livre pour le coup à peine visible alors que les autres sont en librairie. Cela tourne dans un autre circuit. Oui. Ce sont des livres édités à très peu d'exemplaires, en sérigraphie, avec des reliures très savantes. En fait, comme on ne pouvait pas le présenter comme ça juste en vitrine, nous on l'a filmé pour pouvoir voir les images qui étaient à l'intérieur. Là on ouvre le livre et vous allez pouvoir du coup voir ce qui s'y passe. La fleur oracle, c'est le premier volet en fait d'une séquence de livres. C'est le deuxième. Oui. Le premier c'est l'arrière-pays. Oui, c'est ça. Oui. Et pourquoi je l'ai mis là alors ? En fait, je les mélange tous les trois. C'est assez compliqué et comme il y a un récit dans le récit avec l'être de l'arrière-pays. Oui, c'est pas grave. Hein. On retrouve là un petit brouillon sur une enveloppe pour cette image. Donc au départ c'est des gouaches. Hein. Oui. Tu sépares ensuite via l'informatique chacune des couleurs et chacune des couleurs ensuite fait l'objet d'un passage de sérigraphie. C'est ça. Avec un texte que tu écris et que tu as dessiné. J'ai dessiné la typographie à partir de l'idée de l'écriture scolaire, quoi, telle qu'on l'a pratiquée. Oui, très aligné. Ouais. Là. Avec les beaux pleins, les beaux déliés en fait des lettres. Avec la pivoleuse, Katermikesh, et puis on retrouve le personnage de l'éléphant rouge. L'utilisation du gris est assez particulière dans ton travail. C'est souvent une couleur qui est mise de côté par les auteurs qui travaillent pour la jeunesse. Toi, c'est de la mine de plomb au départ. C'est de la mine de plomb et quelques lavis aussi. En fait, c'est au départ sur le premier ouvrage, pas tellement sur celui-là. C'est l'idée de graffiter les images, quoi, de les salir aussi. De les salir pour leur donner une sorte de côté artificiel. Et là, par contre, c'est mettre des éléments de dessin dans ces images. Dans des zones d'aplat. C'est ça, oui. Un très beau texte. Au fil du voyage, le train
a égrené ses passages et le wagon s'est vidé. La nuit est tombée en silence, la lune s'est levée, énorme. Une lune aussi grosse qu'Ater Mikesh n'en a jamais vu de pareille. Cela lui serre le cœur. Le pauvre. Et Tonto qui découvre l'existence du journal télévisé. Ouais. L'univers s'effondre. Voilà pour la fleur oracle et sa transformation. Donc c'est l'arrière-pays qui est le premier volet. Qui est le premier. Frédéric m'avait demandé si j'avais envie de continuer à travailler avec lui. Moi j'avais été enchanté par la fêlure. Et c'est un livre que je fais pratiquement sur mesure pour l'éditeur. C'est pour lui faire plaisir et pour me faire plaisir aussi à moi. Et ce sont des images que j'ai improvisées au départ, c'est ce que je t'expliquais pendant l'exposition. Et ce sont des sortes de peintures, je ne sais pas comment dire, des espèces de cadavreski que je fais tout seul et que j'ai redécoupé pour en faire des séquences narratives. Avec des figures qu'on retrouve, qui sont certainement héritées de Willem Busch. Ça, c'est Willem Busch, ça, ouais. Parce que ça me permet aussi de faire quelques clins d'œil qui sont bien amusants. Il existe une version imprimée en offset. En offset, on a essayé d'y croire, de faire une version tout public du coup. Ouais. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais il n'est pas simple, hein, je trouve, à la lecture. Ouais. Mais je trouve le texte très très beau. Je crois que j'ai pris en photo les dernières phrases. On retrouve la figure de... C'est la poupée d'alarme chez toi. La poupée d'alarme, ouais. C'est un mix entre Willem Busch et le Krastignas. Ouais. Der Straubelpeter. Straubelpeter. Voilà, donc j'ai voulu mettre une image évidemment de Willem Busch. Alors voilà les dernières phrases du texte. Le steamboat repart chargé de bois précieux et de sable carbonifère. Il s'enfonce dans la brume pluvieuse. Les remous du fleuve paresseux effacent jusqu'au souvenir de son passage. Et un manteau de silence se referme sur l'arrière-pays. Quelques pages là de recherche en amont justement de l'être de l'arrière-pays qui reprend le même principe des... C'est ça, et là j'ai surtout sur cette page-là, non sur celle-là, pardon, là j'essaye vraiment de monter les pages autour de figures très simples, un peu comme des cartes de tarot, quoi. Vraiment concentrer l'image sur une seule figure. Ce qui explique aussi ces couleurs qui sont assez proches des cartes de tarot. Ouais. Et puis tu fais aussi un dépliant de l'arrière-pays là. Donc c'est vraiment comme une extension en fait de ce texte et de cette histoire. Oui. Là c'est le livre a pris du retard, on peut pas le sortir. Et malheureusement on avait prévu une expo. On peut pas reculer et donc je dis à Frédéric c'est pas grave, on va produire quelque chose et on a pensé à faire ce dépliant comme ça, qui m'a permis de vraiment tester les gammes et de tester aussi toutes les matières que j'ai récupérées de la gouache en les scannant. On va maintenant parler du troisième volet de ton triptyque d'imagier, c'est Romance. Romance qui reprend un principe assez simple, c'est-à-dire qu'on va regarder... Alors, comme ça paraît pas aussi simple, mais vous allez le comprendre par l'image. Je passe vite, tout ça, je pense qu'on ne pourra pas en parler. Ça commence avec un récit en 3 images, l'école, le chemin, la maison, et ce récit est augmenté à chaque fois en intercalant une image entre les images. Ce qui fait que de 3 on passe à 5, de 5 on passe à 9, ainsi de suite. Jusqu'au moment où une sorcière arrive dans notre champ et jette un sortilège à la fois au décor, aux personnes, mais aussi aux livres. Faisant du coup tout un tas de dégâts dans le livre avec attendez, on va aller à la sorcière. En fait ça devient donc au départ c'est comme une carte de tarot toujours, et en fait ça devient le réel protagoniste de ce livre. Elle veut s'en emparer, elle veut s'emparer de cet univers là en le détruisant et en instaurant son univers à elle. En fait, il y a une sorte de remplacement comme ça qu'elle essaie de... Du coup, en fait, c'est en 7 parties. C'est en 7 parties, ouais.
Et chacune des parties est augmentée de... Donc ça fait un volume de pages très rapidement. Au début, on commence avec 3 images, mais on se retrouve à la fin avec, je sais plus, 160 pour la dernière section, quelque chose comme ça. Il est aussi imprimé avec des tons directs et un orangé signal, là, un fluo. Un fluo, ouais. Qui permet en fait à certaines pages de prendre une incandescence comme ça. C'est ça, ouais, sur la section des volcans, voilà. Choses comme ça, oui. On va en voir quelques images. Donc à la fois elle retourne le décor, mais elle bouscule complètement aussi le paysage. Elle devient de plus en plus puissante, elle a de plus en plus de moyens et son emprise devient de plus en plus forte sur le livre et sur l'univers en fait. Elle va jusqu'à faire disparaître des mots et faire disparaître la lumière et les objets. Oui. Elle est capable de faire tout ça. Alors c'est assez saisissant. Moi j'ai lu ce livre souvent avec mon fils et il y a quelque chose dans le rythme, dans la rythmique de la narration là, qui est assez saisissante. Une sorte d'accélération. C'est ça qui est paradoxal. Les 3 premières images, c'est extrêmement lent. Et à la fin, la partie qui comprend 160 pages, 165 je crois, elle devient extrêmement rapide en fait. Et c'est ça qui est paradoxal. Je ne m'attendais pas à cet effet-là. Et il y a en même temps ce temps de réflexion où on comble les vides. C'est-à-dire que parfois on est totalement perdu. Là évidemment on sait que c'est l'école, mais à certains moments on ne sait plus. Oui. Parce que c'est aussi des mots qui ne nous ont pas été donnés une première fois. Exactement, oui. Alors tu joues particulièrement là, du clair-obscur dans ce livre avec cet orangé là, qui renvoie beaucoup de lumière, ce qui fait que cette scène de nuit et puis surtout cette course effrénée là, à l'intérieur du volcan est très particulière, quoi. Là c'est vraiment la puissance du fluo qui retourne de la lumière qui m'a permis de réaliser ces séquences-là. Il y a des contre-jours qui sont vraiment saisissants, avec l'explosion du volcan et son incandescence. On retrouve une course-poursuite, enfin pas une course-poursuite, mais en tous les cas un personnage qui court dans la jungle, des personnages issus du conte, parce que tu pervertis un conte là en fait. En fait, je prends tous les éléments du conte et je constitue une sorte de pseudo-conte parce que c'est pas réellement un conte non plus. Mais je donne en fait les lignes directrices du conte avec cette espèce d'artifice, quoi. On passe à ton dernier livre publié, en tous les cas. Ah non, c'est pas le dernier. On en a un autre après. Nos vacances, qui va remporter la Pépite d'Or à Montreuil. Donc, qui est pareil, un bouquin qui a bénéficié d'une belle lumière. D'abord, l'objet, il est vraiment très particulier. Là, tu as choisi les papiers. Oui. Tu parles quasiment d'un théâtre, quoi. On est comme au théâtre, en fait, il faut que le rideau s'ouvre. Le rideau, il a une certaine matière. Le fond de décor appareille sa propre matière. Et du coup, là, tu joues avec la différence de papier. Ça, c'est quelque chose que les gens qui font réellement le livre physique savent. Il faut mettre une dramaturgie dans le livre. C'est-à-dire que l'ouverture de la page doit opérer. Il doit se passer quelque chose. Et donc là, c'est très important, comme le livre allait être muet, de poser des repères dramatiques en fait. Mais dès l'entrée, on tombe sur un papier brillant, on tourne, ça c'est les gardes, c'est un papier couché, très brillant, un petit peu brillant, et on tourne encore et on tombe sur du papier mat. Et c'est juste ce rapport te donne déjà ce que ça va être, c'est-à-dire une histoire qui est aigre-douce en fait. La narration, là, elle est particulière encore. On n'est pas dans la bande dessinée à proprement parler. Il s'agit d'images plein pot, à bord perdu, c'est-à-dire que l'image est coupée même par le massicot au façonnage. Ce sont des images dans l'image. On a les notions de temps et d'écoulement comme on l'avait dans Saison, mais là, avec des images assez baroques, des images dans les images, parfois des images dans les images dans les images. Il y a une scène de rêve qui est assez curieuse. On reconnaît évidemment là, ton écriture graphique, mais tu as utilisé là peut-être davantage le numérique que d'habitude. Oui.
Oui, en fait, j'essaye de me rapprocher d'un rendu très légèrement photographique, enfin, de la matière photographique, pas du réalisme photographique. Pas... Ce qui explique ce grain-là. Voilà, c'est ça. En fait, j'essaie de mettre des ombres, de mettre des modelés, des choses que je n'avais encore pas faites, quoi. Comme pour faire surgir en fait les personnages. En fait, ce livre-là, c'est une sorte de lanterne magique. C'est ça l'idée, en gros. C'est une sorte de lanterne magique. Les images apparaissent comme ça, et ce sont des scènes, et le livre a quelque chose d'un peu onirique en fait dans son déroulé, quoi. On ne sait pas si c'est réel, si ce qui arrive pour de vrai ou pas. On reste dans son espèce de spectacle de lanterne magique, quoi. Cette image-là, elle est intéressante parce qu'on a l'impression de faire face à un livre pareil qui a un passé, et on voit cette petite fille là qui joue à la console. Je trouve que c'est une page pareil qui est intéressante pour ça, pour le contraste qu'il y a entre les motifs dessinés, dépeints, et cette esthétique là qui nous renvoie au passé, avec ces trames un peu abîmées. Il y a un moment, par exemple, une fête. On traverse une fête et on sent bien que c'est une fête contemporaine. Oui, tout à fait. Mais c'était important de le faire pour ne pas dire que c'est une histoire du passé. Là, c'est brouiller les cartes, en fait. Et c'était important pour cette histoire-là, où toutes les cartes sont brouillées, de toute façon. À nouveau un éléphant et une petite fille un peu cruelle. Hein. On pense à Willem Busch encore, là. Elle est un peu dure, oui. Ouais. Un peu dure, mais bon, elle a ses raisons, mais... moi, je la comprends, disons. Je la comprends. J'adore ce petit éléphant, mais je comprends tout à fait ce qu'elle ressent, et elle veut le dégager, tout simplement, quoi. Une scène très belle avec des lucioles. Et puis une scène où... Alors là, vraiment, on tourne la page et on a cette image ensuite. Ouais. Ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec le cut. Il fallait vraiment que ça tombe, quitte à désarçonner le lecteur. Il fallait vraiment qu'on passe sur ce moment-là comme si c'était la suite logique de cette image-là, quoi. Voilà, en rêve, elle croise le regard d'un petit garçon, et je ne vous spoile pas la fin du livre. Richard Maguire avec Ire, on en a parlé là, ici, avec effectivement des récits enchâssés. Alors c'est la construction là, de l'image qui est la même, hein. Ensuite, sur la temporalité, c'est très différent. Comme on en a parlé ce midi, on préfère tous les deux cette version de Richard Maguire. Originale. Et puis on pense à Franz Masriel peut-être dans les constructions de tes images. J'ai toujours admiré ce graveur sur bois. Ouais. Sa production, ses récits en images aussi, c'est quelqu'un de très important pour moi. On termine avec le Lettre de l'arrière-pays, qui est donc un récit dans le récit de l'arrière-pays, dont on a lu les 2 dernières pages tout à l'heure. C'est comment il s'appelle, Rodolphe McBann, le petit lapin. Bon, c'est le lapin en tous les cas du récit, qui écrit une lettre d'amour à la poupée d'alarme qui était en train de brûler. Voilà, une sorte de fantasme là d'un lapin qui tente de séduire cette poupée qui de toute façon on sent que c'est mal barré. C'est mal barré. Et ça, c'est 2018. Oui. Moi, j'ai été étonné en fait de voir que c'était pas un travail antérieur. Je l'imaginais vraiment avant. J'ai travaillé les images au pochoir pour faire les mises en couleur, parce que j'avais fait une version de ce livre pratiquement en entier et à la gouache, et ça commençait à devenir trop savant en fait. Ça commençait à m'ennuyer, et j'ai voulu retravailler entièrement les images avec une technique très contraignante pour me forcer à simplifier, à redevenir brut en fait. Ton dernier livre publié en France, Maître Chat, qui reprend un peu l'esthétique d'une collection bien connue, là, c'était avec la tranche en or, c'est ça, hein, ouais. C'est ce que je voulais faire, mais malheureusement c'était pas possible, donc on a essayé d'imiter un petit peu, mais je voulais vraiment cette collection-là, Coque d'or ou un truc comme ça. Voilà, oui. Ouais. Ça c'est les dessins préliminaires.
Et puis ensuite, ça c'est les images avant la mise en couleur avec des tests de différentes polices de caractère. C'est ça. Et puis le voilà, le livre quand on l'ouvre. Donc on peut voir encore hein, le souci du détail dans le travail de Bernard avec des choix de papier, de carton qui forment en fait plus qu'un livre, une sorte de théâtre, quoi. C'est ça. Avec, on retrouve un petit peu l'esprit légèrement photographique, avec De- les volumes, les ombres l'idée de portées grain, ouais. de nos vacances. Comme si on avait du papier découpé et plusieurs... Et en fait, les personnages sont des petits pantins, mais informatiques. C'est-à-dire que c'est comme des petites marionnettes, c'est-à-dire toutes les pièces sont amovibles. Les bras, les jambes, les têtes, etc. Et en fait, je reconstitue des pantins sur ordinateur. Et ensuite, tu y ajoutes toutes les textures qui C'est ça. matérialisent les reliefs. Donc là, il y a aussi ce côté un peu désuet, mais qui m'amusait, qui marchait bien dans cette fable. Voilà pour Maître Chat. Alors, je pense qu'on va sauter cette partie-là parce que on est déjà à 1h40 et on va passer du coup directement à ce qui t'anime en ce moment, le projet que tu mènes depuis combien de temps maintenant? Là, ça fait réellement dans le dur, ça fait un peu plus de 6 mois. Mais en fait, le projet existe depuis beaucoup plus longtemps, quoi. Du coup, c'est super intéressant d'avoir la primeur de ce travail, en sachant que pour l'instant, en fait, tu es encore dans l'écriture. J'ai repris l'écriture. Je me suis aperçu que ce personnage était mal écrit, qu'il ne tenait pas debout, alors que j'avais commencé à faire le travail d'illustration. Ce qui m'a obligé à redessiner, à revoir les personnages, à leur donner une autre fonction, donc un autre dessin finalement, et à revoir entièrement le récit de fond en comble. Et là, j'en suis là en ce moment, alors que je suis censé être à la moitié du livre, quoi. Tu disais, parce qu'on en discutait, que tu cherchais vraiment l'humain, là. Tu cherchais à ce que les personnages soient plus incarnés, un peu moins schématiques. moins raides. En fait, ce sont vraiment des personnages, alors que dans Romance, ce sont des fonctions. Ils ont la figure de personnage, mais essentiellement, ce sont des fonctions narratives. Là, j'ai pas le choix, c'est pas des fonctions, ce sont des individus, il faut les incarner. Ça explique la rondeur, le mouvement permanent quasiment de ces personnages. Alors, on repère sur tes esquisses là une petite fille. Elle s'appelle comment déjà? C'est Aïcha. Aïcha, et il y a un petit garçon aussi. On retrouve Tonto, l'éléphant rouge. Oui. Qui va connaître certaines modifications. Je l'ai redessiné, en fait, lui donner un autre aspect. Donc là, il y a l'écriture, puis la recherche des personnages, des corps, et puis ensuite, tu passes à des essais. Des essais d'entrée. En fait, ce qui est important aussi dans un livre, c'est les 3-4 premières pages. C'est donner le ton, et donner la gamme, et donner tous les indices au lecteur pour savoir où est-ce ça va se situer, qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle même à la limite. Et il faut, dès les premières pages, instaurer ce truc-là. C'est super important, parce que c'est pas comme en bande dessinée où je raconte une histoire par image. Là, j'ai 3-4 images pour le faire. Et il faut que ça soit très rapide et en même temps très clair. Donc là, c'est plusieurs variations de ce personnage que je cherche. Je tourne autour. Avec des gouaches, du crayon, avec des gouaches, de du la crayon, mise en couleur numérique. Et bon, elle commence à se fixer peu à peu, mais ça a été très difficile et il n'y a pas qu'elle, tous les personnages ont le même niveau de difficulté, parce qu'il faut vraiment les poser. Cette histoire tourne autour de ces personnages, il faut que les personnages soient posés définitivement, quoi. On voit bien là, du coup, la transformation de l'image. Entre la maquette numérique et ce qui pourrait être une image finie. Tu cherches beaucoup en fait avant de te lancer dans la séquence. Il faut que je sois sûr de moi, parce que si le livre, ce qui est en train de s'avérer, fait environ 200 pages,
Je peux pas m'arrêter en cours de route et me dire il faut foirer au début, il faut faire beaucoup d'essais. Là, c'est intéressant, vous allez voir quasiment à la manière d'un GIF animé, la gouache originale et sa transformation numérique réinterprétée avec des trames en fait. Et puis des décalages de couleurs comme l'occasionne parfois la sérigraphie. Ouais, c'est ça. Et tu essayes de retrouver finalement les aléas l'offset est trop froid et trop précis pour créer la chaleur dont j'ai besoin. Donc il faut que de manière artificielle, je crée les accidents d'impression, ce qui est un peu un comble. 3 versions d'une même image, vous allez voir les subtilités du coup qui séparent ces images. De celle-ci à celle-là, vous voyez, les transformations sont à la fois liées à la matière, au déplacement des couches, à la position du personnage, à sa taille. C'est ça, on n'est pas sur la même technique et là on n'est pas tout à fait sur la même narration. À partir du moment où on élargit le plan, là on est presque dans du Tom Sawyer finalement. Ouais. Et je me rends compte qu'en fait non, c'est pas ce que je cherche. Chez Caspar David Friedrich, quoi. Quelque part, il faut poser ce personnage et je suis pas arrivé à le poser encore et je cherche encore, mais enfin bon, ça va arriver. Ça, c'était la toute première version du projet que j'ai présenté au CNL pour obtenir la bourse. Ils me l'ont accordé, j'étais très heureux. Et c'est en fait, tu peux revenir en arrière. Voilà, ça c'est le système sur lequel je suis en train de revenir après plusieurs essais d'un système de cartouche en fait. L'illustration serait une sorte de pivot et le texte tournerait sous forme de cartouche autour de l'image. Ça c'est encore un essai, j'avais pensé... toujours pareil, il faut marquer les esprits dès les premières pages, donc j'avais pensé imiter les anciens livres scolaires. C'est cette espèce de texte un peu dingue finalement où on apprend aux enfants à lire, mais ce sont des textes complètement insensés en fait. Et c'était rentré dans ce récit par ce côté un peu petite chanson, comptine, etc. Avec un côté un tout petit peu cruel quand même, dès le départ. D'autres recherches pour terminer. Oui. Qu'on en finisse. Avec là une étape à la palette graphique. Ouais, ça c'est vraiment du brouillon fait à la palette. Et peu à peu j'affine. À un moment je me suis dit je le tente comme ça, tant pis, je le tente brouillon. Mais ça finit par créer trop de dissonances dans l'image qui finissent à la longue par perturber la perception du récit. Donc, malheureusement je vais laisser tomber cette piste. Et voilà. Bon, on a fait le tour de ce diaporama. On a dû squeezer tout un petit dossier. C'est dense de toute façon. Merci beaucoup à toi, merci Bernard. Merci pour l'invitation. Merci d'être venu ce soir. Merci à vous. Oui.